Auschwitz, Pologne, Haute-Silésie. C'est ici, en rase campagne, entre la gare et le camp de Birkenau, que le train s'est arrêté pour la plupart des Juifs de France. Puis c'est à pied, à travers champs, qu'ils terminaient leur voyage vers la mort. 76 000 hommes, femmes, enfants, dont plus de la moitié pour la seule année 1942. De toute la Seconde Guerre mondiale, il n'existe aucune image, aucune photo des 80 convois partis de France vers les camps d'extermination nazis. Comme il n'existe aucune image, aucune photo des grandes rafles de l'été 1942. Aucune des 13 000 personnes pourtant raflées en plein Paris les 16 et 17 juillet, parquées plus de 6 jours au Vélodrome d'hiver. Rien non plus des grandes rafles du mois d'août perpétrées en zone libre. En zone libre, c'est-à-dire au sud de la ligne de démarcation. Dans cette partie de France non occupée par les Allemands, entièrement sous la souveraineté du régime de Vichy. Cet été-là, pourtant, au mois d'août, dans cette zone dite libre, 10 000 juifs étrangers ont été raflés par des gendarmes, par des policiers français. S'il y avait des Allemands pour arrêter des juifs partout ailleurs en Europe, ceux-là sont les seuls de toute la durée de la guerre, et de toute l'Europe, qui ont été raflés et déportés d'un territoire où il n'y avait pas d'Allemands. Je m'appelle Paul Schaffer, je suis né à Vienne en 1924 et j'ai quitté l'Autriche en 1938 après l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne. Je m'appelle Bernard Fogiel, je suis né en Pologne en 1924, si bien que j'avais 18 ans, au moment où les gendarmes sont venus m'arrêter à Saint-Michel-de-Dèze, le 26 août 1942 à 6 h le matin. Et mon frère était là également. Je m'appelle Maurice Schmidt. Je suis né en Pologne, à Rawa Mazowiecka. C'est entre Varsovie et Łódź. Et le 18 juin 1925. Je vais vous donner le nom de mon père. C'était Karl Speer. Et ma mère, Hilde Speer. Mes parents ont été arrêtés à Cap d'Aille, en France, le 26 août 1942 à 5 h du matin. Ma mère, Lucia Drommenschlager, est née à Białystok en Pologne. Mon père, lui, est né à Lwów. Mais le matin du 26 août, on est venu les chercher et moi, j'avais 2 ans et 3 mois. Pour comprendre comment la France, des fonctionnaires, des militaires français, a pu commettre ce crime contre l'humanité, il faut remonter à la nature même du régime de Vichy. Sans l'occupation allemande, on sait qu'à l'intérieur de la société française, ce que représente le régime de Vichy, pour aller vite, une forme d'extrême droite, enfin une partie de l'extrême droite, une forme de fascisme français, etc., la dimension antisémite est cruciale. La nouveauté, c'est que ce régime arrive au pouvoir, enfin ces idées, pardon, arrivent au pouvoir, le régime s'installe et l'une des premières dispositions qu'il va prendre va viser les juifs. Donc un statut a été élaboré qui les mettait en dehors des fonctions publiques, en dehors de la presse, en dehors des professions libérales. C'est la première fois qu'un gouvernement et qu'un régime français inscrit dans la loi l'exclusion officielle non seulement des juifs, mais d'une catégorie de la population. C'est la rupture fondamentale avec les principes de 1789. Mais en plus de cela, la loi du 4 octobre 1940 permettait d'interner des dizaines de milliers de juifs étrangers. Et donc on a assisté à cette situation paradoxale. Les Allemands n'internaient pas les juifs dans la zone occupée et le gouvernement de Vichy internait des dizaines de milliers de juifs en zone libre. Pour ces hommes et ces femmes piégés dans le sud de la France durant l'été 1942, la descente aux enfers débute dans les années 30 avec l'accession d'Hitler au pouvoir.
J'entendais toujours Hitler hurler. Je sais que j'avais été frappée par le fait que cet homme hurlait. Mais moi, je n'étais pas consciente du danger à l'époque. J'avais 5 ans en Allemagne. Je crois que mes parents ont compris en 1935 qu'il était temps de partir, et heureusement ils l'ont fait, parce qu'après 1938, on ne pouvait pratiquement plus partir. Après la nuit de cristal en 1938, les Juifs avaient le plus grand mal à partir, ou alors on leur confisquait tous leurs biens, ils arrivaient sans le sou dans un état lamentable. Nous n'attendions pas que la population, les gens que nous connaissions, pouvaient exprimer leur antisémitisme d'une façon aussi violente, d'une façon aussi agressive, en brisant les vitres des magasins, en brûlant les livres, des livres à la fois écrits en hébreu, mais aussi les livres d'auteurs juifs qui écrivaient en allemand. C'est ainsi donc le 27 novembre que mes parents ont fermé à clé l'appartement et nous sommes partis les mains dans les poches. Le 10 mai 1940, c'est à Bruxelles que l'offensive allemande les surprend. Ma mère est arrivée complètement affolée dans la chambre, en chemise de nuit, et elle m'a dit « Levez-vous vite, les Allemands sont en train d'attaquer la Belgique ». Vers le 14 mai, ils avançaient tellement qu'on a eu vraiment peur, et nous avons pris un train qui partait pour la France. Nous savons que si la guerre éclate, nous devons fuir. D'après ce qui s'est passé chez notre famille en Pologne. Et nous sommes rendus, encore une fois, les mains dans la poche, ou presque, à la gare du Midi de Bruxelles pour partir à Paris. Et nous sommes partis tous les 4 de Bruxelles le 14 mai 40. Ben, ils ont fait ce qu'ont fait la majorité des Juifs. Ils ont pris 1 ou 2 valises, sont montés dans un train, et ce train a mis 10 jours, puisqu'ils sont partis, je crois, le 10 mai 1940, pour arriver le 20 mai à Toulouse. Et moi, je nais le 22 mai, juste 2 jours plus tard. Il y a tout un flot de réfugiés qui est arrivé au moment de la guerre, au moment de la guerre de 39-40, et surtout avec la défaite, qui se sont réfugiés en France, et notamment vers le sud de la France. Donc à ce moment-là, il y a un double problème pour Vichy. Il y a le problème structurel des Juifs, évidemment, il faut entendre les guillemets quand on dit ça. Puis il y a un deuxième problème qui sont les Juifs étrangers qui ont un double défaut. Ils sont à la fois juifs et ils sont étrangers. À défaut de pouvoir se débarrasser de ces Juifs étrangers, le 4 octobre 1940, la ligne de démarcation à peine tracée, Vichy décide de les interner dans des camps du sud de la France, aux conditions d'hygiène et de vie les plus sommaires. Quel souvenir ai-je de Gurs? J'ai le souvenir des baraques. Des espèces de baraques avec des matelas de paille à même le sol, et nous dormions à 30 ou 40 dans ces baraques, alignés les uns à côté des autres. Il y avait une boue inimaginable. Je sais que pour aller aux toilettes, les latrines qui étaient à l'extérieur, on n'arrivait pas à y aller parce que quand on y allait, nos chaussures restaient collées dans la boue. La nourriture était exécrable, les conditions d'hygiène abominables. On couchait sur la paille, je ne sais pas combien de personnes dans une baraque. J'ai souvenir de vouloir glisser sous le fil de fer barbelé de notre camp pour me rendre dans les camps de ma mère. Eh bien, j'étais attrapé par un garde mobile qui me dit « Tu fiches les camps ou je te tire dessus ». Le froid, la faim, la boue. Dans ces conditions de vie, 3000 personnes, les plus âgées, les plus faibles, sont mortes dans ces camps de la honte durant les hivers 40-41 et 41-42, avant même que ne soit imaginé l'ordre de les déporter. Les autres resteront parqués là plusieurs mois, voire plusieurs années, jusqu'à leur déportation. Les autorisations de sortie n'étant délivrées qu'au compte-gouttes. Au bout d'un certain temps, alors je ne sais pas, 4 mois, 3 mois, 4 mois, on a eu l'autorisation de résider à Cap d'Aille. Et là, la vie reprend en famille. J'ai trouvé un emploi chez un ébéniste et ma sœur a trouvé un emploi comme apprenti comptable. Je voulais tout de même apprendre le français et ils ont ouvert dans le Lot-et-Garonne une école qui s'appelle La Roche. 30 enfants
de réfugiés viennent à La Roche. Et je dois dire que c'était mon meilleur temps de la guerre, les 8 mois à La Roche. On nous avait proposé de remonter une ferme qui avait été abandonnée pendant 40 ans. Et y avons travaillé jusqu'à la déportation. Du reste, j'ai encore un plateau que j'avais fait et que j'ai retrouvé après mon retour de déportation, que j'ai fait en marqueterie. Pour nous, c'était ça qui était important, l'école, les examens, les résultats aux examens, la distribution des prix. Ce qui se passait dans le monde ne nous atteignait pas beaucoup à l'époque. Le 22 juin 1941, lorsqu'Hitler déclenche l'opération Barbarossa, le pacte germano-soviétique vole en éclats. Les panzers du Reich foncent sur Moscou avec dans leur sillage les Einsatzgruppen, les groupes spéciaux chargés non plus d'expulser des Juifs des territoires envahis, mais de les assassiner massivement, méthodiquement, par balles, un à un. La solution finale vient de s'engager. À Paris, dans le même temps, et avec le concours de la police municipale, les Allemands procèdent aux premières grandes rafles. 9000 hommes, juifs, français et étrangers sont arrêtés. De son côté, Vichy aggrave la condition des Juifs par un second statut qui les prive d'exercer toute profession et toute activité quelle qu'elle soit. En zone libre, tous désormais doivent se déclarer en mairie. Le piège se met en place. Bientôt, il va se refermer. Le 16 avril 1942, sous la pression des Allemands, Pierre Laval, que le maréchal Pétain avait écarté pendant 18 mois, redevient chef du gouvernement. 2 jours plus tard, il nomme René Bousquet, secrétaire général à la police. Bousquet était, je crois, le plus jeune préfet de France. Il était préfet dans la Marne. Et dans la Marne, il s'était opposé aux Allemands pour des questions qui n'avaient rien à voir avec les Juifs. Mais il avait tenu très bien en main l'autorité administrative française face aux empiètements des Allemands. Le 5 mai 1942, Heydrich, chef de la sécurité du Reich, est à Paris. Le lendemain, il rencontre René Bousquet. Le sort des Juifs de France bascule ce jour-là. Ils ont pensé qu'ils pouvaient justement dévoyer le patriotisme de Bousquet en lui donnant ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire l'autorité administrative sur la zone occupée et en même temps, s'il donnait à la police française plus d'armement, plus de moyens, à condition bien entendu que la police française fasse le travail commun aux Allemands et au gouvernement de Vichy, c'est-à-dire lutter contre la résistance, les communistes, les Juifs. Pourquoi les Français collaborent avec l'Allemagne ? J'ai expliqué que c'est pour desserrer les taux de l'armistice. Il y a un autre objectif qui est beaucoup plus profond, qui est de faire comme si l'occupation n'existait pas. C'est-à-dire de dire, bien sûr, le territoire est occupé, mais il existe un gouvernement français qui va faire en sorte de faire croire à la fois à l'extérieur et à l'intérieur du pays qu'il conserve sa souveraineté sur l'ensemble du territoire. Et c'est le paradoxe tragique de Vichy, c'est que ça sert précisément les Allemands, cette façon de voir les choses. Et cette recherche de souveraineté, qui est un des moteurs de la collaboration, est une des clés pour comprendre pourquoi le régime de Vichy ira aussi loin. C'est sur l'autel de cette fiction, cette souveraineté dérisoire, que seront sacrifiés les Juifs de France. En échange d'une police française unifiée, réarmée, souveraine et sous son autorité, René Bousquet n'aura cesse de donner des gages de sa bonne volonté. Pire, c'est lui, et lui seul, René Bousquet, qui propose le 6 mai 1942 de livrer les Juifs étrangers réfugiés en zone libre.
à une remarque de Heydrich qui dit que nous allons disposer de trains pour déporter les 5000 juifs étrangers qui sont internés en zone occupée. Bousquet spontanément a répondu, ce qui a frappé les Allemands, mais pourquoi vous ne prenez pas aussi les juifs apatrides que nous avons internés en zone libre? C'est là où on franchit, alors évidemment, un autre seuil. Déjà, on a franchi beaucoup de seuils à ce niveau-là, mais ces juifs-là ne sont pas menacés. C'est-à-dire qu'à la limite, le gouvernement de Vichy n'aurait rien fait, n'aurait rien dit. Ces gens auraient pu échapper, ou avaient une chance d'échapper à la mort. Devant tant de bonne volonté, les Allemands décident alors d'accélérer la déportation des Juifs de France. D'ici la fin de l'été 1942, au rythme de 3 trains par semaine, 40 000 personnes devront donc être livrées. 30 000 Juifs de zone occupée et les 10 000 de zone libre, offerts par Bousquet. L'accord est définitivement entériné le 2 juillet, avenue Foch, au siège de la SS. En zone occupée, une grande rafle est aussitôt programmée. À Paris, ce sera celle du Veldiv, le 16 et 17 juillet. 28 000 fiches sont retirées du fichier des Juifs, 28 000 fiches d'adultes. Et on espère 22 000 adultes. Alors en fait, on a arrêté 9 000 adultes et 4 000 de leurs enfants, dont les 3/4 étaient des enfants nés en France et français. Pendant 6 jours, en plein soleil, sous la verrière du Vélodrome d'hiver, 8160 hommes, femmes, enfants resteront parqués là, sans hygiène, sans nourriture, sans eau, avant d'être dirigés vers les camps de Pithiviers et de Bonne-la-Rolande. Et pourtant, aux yeux des Allemands, des dirigeants français, cette grande rafle parisienne est un semi-échec. C'est un semi-échec parce que les policiers ne sont pas enthousiastes, que d'autre part il y a eu des fuites de la préfecture de police, et aussi parce que les hommes juifs ont cru qu'on allait arrêter seulement des hommes, donc ils sont allés se cacher, et ce sont les femmes et les enfants qui ont eu la surprise de voir que pour la première fois on arrêtait des femmes et des enfants. Il faut bien voir ce que ça représente, on est en plein Paris. On va organiser une rafle de 20 000 personnes, c'est beaucoup 20 000 personnes. Enfin, à chaque fois, on est habitué à ces chiffres, 6 millions de morts. 20 000 personnes, c'est-à-dire que les gens, la police française débarque dans les immeubles, arrête tout le monde. On a peur des réactions, on ne sait pas comment la population française va réagir. C'est plus dans le journal, on apprend que des otages ont été fusillés à Chateaubriand, on apprend que tel résistant a été arrêté. Tout d'un coup, c'est sous leurs yeux. Ils voient de visu ce que c'est qu'un enfant arrêté par un policier. Tous les rapports de police, des préfets, des Allemands, confirment la compassion de la population française pour les Juifs arrêtés. Mais en juillet 1942, face au canon nazi, que vaut cette compassion? En Afrique, Rommel vient d'entrer dans Tobruk. En URSS, la Wehrmacht est aux portes de Stalingrad. De la Norvège à l'Égypte, des plages de l'Atlantique aux rives de la Volga flotte la croix gammée. Et dans une Europe sous la botte allemande, Laval n'a qu'un seul but: faire de la France le partenaire privilégié du Reich. La livraison des Juifs de France peut commencer. La livraison de 10 000 Juifs de zone libre se fait en 3 temps. Le premier temps, qui est, disons, communiqué aux Allemands immédiatement, vers le 20 juillet, c'est la déportation, le transfert en zone occupée de plusieurs milliers de Juifs qui sont internés depuis 1 an ou 2 ans dans les camps de zone libre. Et cette livraison, prévue par les Allemands au tout début août, se fait entre le 7 et le 13 août. En 3 convois. Le 7, le 9, le 12 août, 2891 personnes internées dans les camps de la zone libre arrivent à Drancy. Ils en repartiront aussitôt pour Auschwitz. Le 14 août, 538 personnes arrivent également à Drancy. Mais ceux-là seront déportés en 2 convois, avec parmi eux, pour la première fois, pour faire croire aux cheminots qu'il s'agit de familles, des centaines d'enfants arrachés à leurs parents, déportés lors des convois précédents.
C'est Laval qui propose la déportation des enfants juifs de parents juifs étrangers qui vont être arrêtés en zone libre. Il le propose le 4 juillet 1942. Il le fait parce que c'est pas l'antisémitisme simplement. D'abord, il faut une bonne dose d'indifférence au sort des juifs pour faire ça, bien sûr. Mais il le fait pourquoi? Parce qu'il se dit, il le dit d'ailleurs, c'est pas qu'il se dit, il le dit, si on déporte les parents et on laisse les enfants, qu'est-ce qu'on fait des enfants? Les Allemands, eux, veulent déporter, mais ils n'ont pas le feu vert de Berlin. Donc pour le moment, ils disent, on n'a pas le feu vert de Berlin, on attend, on veut bien les déporter, mais on attend. Et ils recevront, à peu près le 13 août 1942, l'autorisation de Berlin de déporter les enfants vers Auschwitz. C'est des politiques publiques. Hein, il raisonne pour les Juifs comme il aurait raisonné et comme il a raisonné pour les tonnes de blé ou de charbon. Tous les enfants juifs déportés de France au cours de cet été 1942 ont été gazés dès leur arrivée à Auschwitz. Pas un seul ne fut épargné. Une fois le problème des enfants réglé, Vichy peut enchaîner la deuxième étape de son programme de livraison. Le deuxième temps, ce sont les travailleurs étrangers, des groupements de travailleurs étrangers, à peu près 1200 hommes, qui travaillent sous la surveillance de la police dans des entreprises françaises, à des travaux difficiles, terrassement, mines, etc. Donc des hommes en état de travailler, qui sont dirigés sur Drancy. L'itinéraire emprunté par ce convoi de travailleurs étrangers est à lui seul une odyssée de l'horreur. Pendant 2 jours, en plein mois d'août, un train initialement constitué de 3 wagons à bestiaux est parti de la gare du Portet-Saint-Simon. Puis il a sillonné toute la zone libre, zigzagant de gare en gare pour aller accrocher ici et là, en bout de voie, des wagons plombés de déportés qui attendaient son passage depuis la veille et parfois l'avant-veille. Partis 300 le 23 août, ils étaient 1184 en arrivant à Drancy le 25. Tous furent déportés en 3 trains les jours suivants. Et le troisième temps, c'est une grande rafle qui est prévue, elle, depuis donc également le mois de juillet, parce qu'on sait qu'on n'aura pas assez de juifs déportables. Il ne faut pas oublier toujours que les juifs sont déportables par les critères de leur ancienne nationalité. Et donc, il n'y a pas assez de juifs dans les camps. Il va falloir donc rafler des juifs de ces mêmes catégories, allemands, autrichiens, russes, etc. Mais à quelques jours de cette grande rafle, un cri solitaire vint déchirer le ciel noir de la déportation. Celui d'un prélat catholique, enfin. Monseigneur Saliège, archevêque de Toulouse. Apprenant le départ vers Drancy des internés des camps de Noé et de Ressé-Bédou, Saliège fit parvenir une lettre au curé de son diocèse, pour qu'elle soit lue en chaire lors de la messe le dimanche 23 août. Que des enfants, des femmes, des hommes, des pères et des mères soient traités comme un vil troupeau, que les membres d'une même famille soient séparés les uns des autres et embarqués pour une destination inconnue, il était réservé à notre temps de voir ce triste spectacle. Les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes. Tout n'est pas permis contre eux. Ils sont nos frères comme tant d'autres. Un chrétien ne peut l'oublier. Cette lettre eut un écho retentissant, mais après seulement, bien après la grande rafle prévue de longue date, et bien trop tard pour l'empêcher. 40 départements sont concernés, et ça va aller des grandes villes jusqu'aux artérioles, c'est-à-dire les villages, les hameaux. Les gendarmes vont aller partout pour arrêter les juifs qui ont été recensés comme juifs déportables ou transférables à Drancy. Le 26 août 1942, entre 5h et 6h du matin, une nuée de gendarmes se déploie sur la zone libre comme les mailles d'un immense filet. Là, sur ce chemin qui conduit vers cette ferme isolée de Lozère, il faut imaginer ces 3 gendarmes, à pied, la fourgonnette garée un peu plus haut, venant arrêter la famille Fogiel. Le père, la mère, une fille et 3 garçons. C'était un mardi. Nous avions établi une sorte de routine
que chacun d'autre se levait le matin pour faire le café. Et c'est tombé que c'était moi qui devais faire le café ce jour-là. Et nous n'avions pas l'eau courante dans cette maison, mais nous avions une source à 30 ou 40 mètres de la maison où il fallait ramper pour arriver là où l'eau s'écoulait. Et c'est comme ça qu'on se lavait, c'est comme ça qu'on faisait la soupe et ainsi de suite. Et j'avais été chercher ce seau, et quand je suis sorti de ce tunnel, il y avait les gendarmes. Il y avait des gendarmes français à la porte qui nous ont dit de nous dépêcher, qu'ils devaient nous emmener à Nice. Un gendarme vient sans annoncer et ils arrêtent mon ami Jacques et moi et des autres. On était 5. Les gendarmes frappaient sur ces persiennes ici que nous voyons et criaient « Ouvrez, ouvrez la gendarmerie ». Je me suis évadé par la porte latérale qui se trouve dans la rue perpendiculaire à la rue de notre immeuble. Et il me dit papa et maman sont à la maison. Je dis oui, mais qu'est-ce que vous cherchez là? Il me dit rien, c'est pour rien. Il faudra que tu les réveilles. Et bon, je suis rentré. J'ai même pas mis l'eau à chauffer. Je suis allé réveiller mes parents. Et là, ils se sont très effrayés. Et j'ai réveillé mes frères. Et puis, on a eu la permission que Louis aille nourrir les bêtes avant que nous partions. Il n'y avait pas d'autres familles juives dans cet immeuble. Il y avait cependant des amis de mes parents. Lui était juif, mais elle ne l'était pas. Et ils n'ont pas été arrêtés, peut-être parce qu'ils ne s'étaient pas déclarés comme juifs. Parce que le problème, c'est que le gouvernement de Vichy avait demandé aux juifs de se déclarer en mairie. Et mon père, qui était peut-être naïf, peut-être trop droit, etc., est allé se déclarer comme juif. Et je me suis rendu chez le médecin du village. Et là, malheureusement, la bonne me dit le médecin est absent, il est en consultation à l'extérieur. Et au bout d'une heure, j'entends sonner, je me précipite à la porte et je me trouve face à 2 gendarmes qui me disent « Ça fait 2 heures qu'on te court après, ben maintenant tu restes là, tu as fait des bêtises, tes parents sont déjà arrêtés, ils sont plus loin, et bien on va essayer de te faire rejoindre tes parents. » Quand vous allez nourrir les bêtes, ça ne vous vient pas à l'idée de fuir, par exemple? Il nous serait arrivé de fuir, mais nous ne pensions certainement pas de fuir en laissant la maman, ou papa, ou les frères et la sœur, et moi m'en aller. Mais le matin du 26 août, on est venu les chercher, et on est venu me chercher à moi aussi. J'avais 2 ans, exactement 2 ans et 3 mois. Je n'ai strictement aucun souvenir de ça, mais je l'ai vécu. Ma mère m'a laissé à la voisine la plus proche. Je pense qu'ils habitaient dans une ferme qui était mitoyenne du presbytère, et elle m'a laissé à la dame là qui était au presbytère. Nous sommes dans le car en provenance de Cap d'Aille et on nous débarque à la caserne au Var à Nice. Le train est arrivé à Rivesaltes, dans le camp de Rivesaltes. Ce camp avait été aménagé pour des Espagnols, donc il existait déjà. Nous arrivons au camp de Noé, et là nous sommes accueillis par le commandant du camp, qui est également un officier de la garde mobile, et qui nous tient un discours assez déplaisant, pour le moins qu'on puisse dire, puisqu'il nous dit attention, vous allez être dans des baraques enfermés, mais s'il y a une tentative d'évasion, on tire à vue. J'ai pas vu un Allemand avant qu'il soit arrivé à Drancy. J'ai pas vu un Allemand. Que des Français. Tout ce travail, ce sont que des Français qui font. Là, on sépare les hommes des femmes qui restent avec les enfants. Et là, je me souviens très bien de l'affolement général. Vers le matin, j'étais réveillé par les bruits permanents des gouttes qui tombaient au sol. Et je trouvais mon voisin du lit
qui s'était entaillé les veines. Et cette tentative de suicide m'a en fait a traduit la gravité du problème. Nous dormions avec ma mère. Elle avait un enfant de chaque côté dans les bras, mon frère et moi. Et une nuit, elle a eu une crise nerveuse terrible. Elle a crié, elle a pleuré. Moi, je ne savais pas ce qui se passait. Et des infirmières sont venues et lui ont fait une injection calmante, visiblement. Mais pour qu'elle ait eu cette crise-là, c'est qu'elle devait savoir ce qui allait se passer. Parce que sinon... Le 2 septembre, on nous annonce que le lendemain, on part. Et le lendemain, on nous met dans des camions qui nous amènent à la gare. Et on lit le nom de personnes donc appelées à se présenter pour être transportées ailleurs. Et on cite simplement les noms de ma sœur et de moi-même, sans citer celui de mon père ni de ma mère. Alors mon père, en fait, a été reconnu comme intransportable. Ma mère dit à mon père, bien, je ne vais pas laisser partir les enfants seuls. Elle se propose donc volontaire pour rester avec nous. Ce que la gendarmerie les gendarmes ont accepté. On nous a mis dans un coin, mon frère et moi, et nous avons vu descendre ma mère sur un brancard, parce qu'elle était à l'étage au-dessus. Le brancard est descendu l'escalier, et ma mère était figée, vraiment figée sur ce brancard, et nous a regardés fixement, sans un sourire, sans un geste. Et ce regard et cette presque dureté, je m'en souviens encore aujourd'hui. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, je sais ce qui se passait. Un lieutenant de police avait permis aux personnes arrêtées et qui se trouvaient à la caserne au Var de se séparer de leurs enfants s'ils le voulaient. Et c'est là où je vois pour la première fois et la dernière fois mon père pleurant en nous embrassant. Et vraiment, nous sommes là très abattus. Cette séparation de notre père, en même temps, était encore une fois un autre signal de la gravité à laquelle nous sommes exposés. Et mon père me donne à ce moment-là son manteau, qui était trop grand pour moi, en me disant « Tu l'auras probablement plus besoin que moi ». Chacun a reçu une carte, un papier sur lequel il y avait une inscription de nom et d'adresse. On était embarqués dans le train, dans des wagons, et on est parti pour une des plus belles villes de France. La destination, c'était Drancy. Mais encore une fois, tous les rapports préfectoraux l'affirment. Ces milliers de familles raflées à travers la zone libre choquent l'opinion publique, comme à Paris lors de la rafle du Veldiv. À cette réprobation populaire, l'Église cette fois n'est plus en reste. À Paris, Monseigneur Suard exprime sa réprobation. À Montauban, la ville des Bousquets, Monseigneur Théas rédige une lettre cinglante pour le régime. Et à Lyon, Monseigneur Gerlier, primat des Gaules, adresse directement sa protestation au maréchal Pétain. De l'opinion publique, aux églises, de ce qu'il reste des élites de la République défunte, tous maintenant font savoir leur indignation. Et du nonce apostolique à l'ambassadeur des États-Unis, ce sont les gouvernements qui protestent à leur tour. En livrant les Juifs de France, Vichy est en train de perdre ses maigres soutiens. Un régime politique a besoin de soutien. Le régime de Vichy n'avait pas les moyens d'imposer sa dictature par la force. C'est un régime qui est soumis à l'occupant. Son armée est restreinte, elle est limitée. Sa police est restreinte, sa marge d'action est restreinte. Le seul élément sur lequel il peut compter, c'est au pire l'adhésion passive de la population. Laval et Pétain se rendent compte que c'est très scabreux, que ça provoque beaucoup de protestations, et ils décident de freiner
cette coopération policière. D'ailleurs, c'est évident, en 6 mois, il y a 40 000 juifs, en gros, déportés. Et puis ensuite, toute l'année 43, 17 000. Et les 8 mois de 44 où les Allemands se déchaînent, on peut dire, 14 000, donc 15 000. Donc les chiffres montrent bien que la coopération policière de Vichy est allée diminuant, alors qu'elle aurait pu être, si le régime avait été véritablement, si les Français avaient été vraiment antisémites dans le sens meurtrier du terme, bon, c'est les 3/4 de la population juive qui aurait été déportée, et pas les 1/4. Ce qui était frappant, c'est notre arrivée à la gare d'Austerlitz. Il y avait en face de nous, il y avait déjà un train qui était sans doute pour Auschwitz. Il y avait des gens dedans, les fenêtres étaient barrées avec des fils barbelés, et les gens, il y en a qui ont demandé s'il y en a quelque chose à manger, et nous qui en avions, on a jeté, pas toujours réussi que ça rentre, mais on ne savait pas ce qui se passe. Et là, nous sommes accueillis par la police parisienne et nous sommes donc mis dans des autobus, donc par groupe, et nous sommes arrivés à Drancy. Et alors là, à Drancy, c'était évidemment encore une autre surprise de voir cette immensité de ces bâtiments en U. À Drancy, il y avait là, dans des grandes chambres, il n'y a pas de lit, il y a des sacs, des couches par terre, et une masse de gens. Et le soir, ils ferment les portes et ils mettent des seaux pour se vider. Il n'y a pas de WC. Et naturellement, que ça prend pas longtemps que les seaux sont pleins, ça coule partout. Ça pue. C'était innommable. La puanteur, la saleté, enfin, c'était quelque chose qu'on ne peut, je crois, difficilement décrire. Tu vois des scènes que tu penses que peut-être c'est des Dante, tu ne sais pas. Des gens couchent, font l'amour et personne ne se gêne de rien, comme si c'est la fin du monde. Et moi qui viens d'une famille religieuse et je suis très naïf, je ne sais même pas ce qu'ils font. On était parqués comme des animaux sur la paille. Et cette paille qui avait déjà servi et qui sentait évidemment de toutes les odeurs possibles et imaginables. Je ne sais pas qu'est-ce qui va y arriver. Tout le monde en parle, qu'on va nous envoyer vers Pologne. On ne sait rien. Ça, c'est la vérité, personne ne sait rien. La seule chose qui nous tenait encore, c'était que nous étions certains que nous étions catalogués, comme juifs bien sûr, mais comme travailleurs de la terre. Et que probablement qu'en Allemagne, on va nous mettre sur un terrain, sur une ferme où on travaillera comme on a travaillé en France. Les jours où on nous annonce le départ, c'est presque un soulagement, parce qu'on quittait ces lieux, dans notre idée, ça ne pouvait pas être pire. Le départ de Drancy, c'est un départ de poussée. Là, on nous pousse dehors et on nous embarque dans des wagons, des wagons de bestiaux. On nous appelle d'après l'ABC. ABC. Et enfin, je perds presque tous mes amis, parce que mon ami Jacques s'appelle Bursti B et moi S. Schmidt. Et je ne sais pas qu'est-ce qui va t'arriver. Maintenant, je suis seul, je me perds. Et sur le wagon est marqué 8 chevaux, 40 personnes. Et on nous entasse entre 80 et 100 personnes. Des bébés, des femmes, des jeunes, des hommes, des vieux. On nous entasse et à peine on trouve un endroit et on ferme les portes. Maintenant, nous, on est dedans, ce qu'on a vu quand on est arrivé de dehors. À partir de ce moment-là, on n'a plus
d'ouverture que lorsqu'on arrivera à Kosel en Allemagne. On cherche la place pour s'asseoir, on ne peut pas rester dehors, je cherche une place. Je vais tout à fait au fond, je m'assieds là-bas. Et il y a 3 seaux, un seau, 2 pour se vider, un seau avec de l'eau potable. Et les bruits, et des cris, et des pleurs, et on pousse, et tous les extraits qui coulent par terre. Et alors j'ai mis les couvertures pour ne pas être tout droit avec toute cette merde. Et on roule. On vit dans la peur, dans l'inquiétude, dans des conditions matérielles où on espère qu'une seule chose, pouvoir enfin quitter ces wagons et respirer. 3 jours à peu près. C'est 9, 10, 11, 12. Dans 3 jours, le 4e jour, on arrive à Kosel. Sans manger, sans rien. Non, ce qu'on a, on a. Ce qu'on n'a pas, on n'a pas. Nous, on a. C'était moi, j'ai. Et on arrive à Kosel, no man's land, rien. Au milieu d'un terrain, le train s'arrête et les Allemands, avec leurs grands chiens qui aboient, commencent à crier « Raus, raus !» Les hommes valides de 18 à 40 ans sautaient des wagons. Et c'est là où se joue en fait mon sort personnel à cet instant même. Car je n'avais pas encore 18 ans et il s'agit de savoir est-ce que je saute quand même afin de trouver un peu d'air, de liberté et me trouver avec des hommes valides et abandonnant les enfants, les vieillards, les malades, etc., espérant qu'avec les hommes valides, il y avait une action quelconque possible, sans savoir pour autant quel est le destin qui attend ceux qui restent dans les wagons. Et c'est là où je dis à ma mère que je veux quitter avec les hommes valides. Et elle tente évidemment de me retenir en me disant « Tu n'as pas encore 18 ans, tu restes avec moi ». Et là, il fallait évidemment prendre une décision très rapide parce que ce n'était pas, on ne nous accordait pas un temps de réflexion. J'ai dit à ma mère, je ne veux pas rester avec les malades, je préfère aller avec les hommes et je suis sûr que c'est préférable et je m'arrache contre la volonté de ma mère qui évidemment pleure, m'embrasse et me quitte, me laisse partir contre son gré. Et c'est peut-être la première fois de ma vie à l'époque, enfin, la première fois que j'ai désobéi à ma mère. Et bien sûr, on est descendus tous les 4 de ce wagon. Et donc, on n'a pas eu beaucoup de temps pour s'embrasser, pour se dire au revoir. C'est pour ça qu'il y a eu ce cri qui nous reste comme ça sur la nuque et dans le cœur, ce cri de ma mère. Dieu veuille qu'on se revoie encore vivant. On n'a jamais rien su de notre mère, de notre sœur. Aucune information à leur propos, rien. Des pages que l'on tourne. Des photos jaunies. C'est dans le meilleur des cas tout ce qu'il reste de ces 10 000 personnes envoyées vers la mort en août 1942. En 1945, à la libération des camps nazis, sur 10 000, il n'était pas 300 survivants. Des hommes pour la plupart. Ceux-là même descendus à Kosel, 80 km avant Auschwitz, qui doivent leur salut d'avoir été dirigés vers les camps de travail de Haute-Silésie. Passé l'été 1942, tous les autres convois partis de France n'auront plus d'autre destination que les camps de la mort. Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant
a été, chacun le sait, secondé par des Français, secondé par l'État français. Il aura fallu attendre 50 ans pour qu'un président de la République reconnaisse pour la première fois l'implication de la France dans ce crime contre l'humanité. Quand mes parents ont été déportés, je me suis souvenu que nous avions fait une promenade avec mes parents le long de la mer. Et sur le chemin, il y a eu un photographe qui a voulu nous photographier. Et j'ai la photo que mes parents ne connaissent pas, de nous quatre. C'est la dernière image que j'ai d'eux. Pendant toute la guerre, j'ai espéré le retour. Je l'imaginais, je me demandais comment ça allait être et dans quel état il serait, etc. Et pendant toute la période où j'ai été cachée en Italie, je les appelais, j'étais presque sûre de les retrouver. À la fin de la guerre, quand je suis arrivée à Paris, pour la première fois, je suis allée au cinéma. Et au cinéma, il y avait un documentaire sur les camps. Alors là, j'ai tout compris. Si on peut comprendre. Quand j'étais dans le train qui m'amenait de Marseille à Revel, eh bien, j'ai pensé que mon père va être sur les quais pour m'attendre et qu'il serait heureux de me retrouver. Tout en sachant, bien sûr, qu'il ne retrouverait ni ma soeur ni ma mère. Mais enfin, je me réjouissais de voir mon père. Et alors, quand je suis arrivé à Revel, il est évident que là, j'ai appris qu'il est décédé et qu'il est enterré dans le cimetière de Revel. Eh bien, évidemment, beaucoup de choses sont effondrées. Je n'ai eu aucune nouvelle de mes parents, jamais, jamais, sauf la seule chose, c'est cette lettre que ma mère m'a écrite, ici d'ailleurs au camp de Rivesaltes. Elle a écrit cette lettre, elle est datée du 3 septembre, et elle l'a écrite au camp de Rivesaltes. Une lettre testament qu'une maman de 24 ans, qui sait qu'elle va mourir, fait à son petit garçon qui a 2 ans et 3 mois. Écrite au camp de Rivesaltes, cette lettre fut postée à Narbonne. Sans doute en route vers Drancy, Lucia l'a-t-elle jetée du train comme on jette une bouteille à la mer, et quelqu'un l'aura ramassée sur la voie ferrée. Mon très cher petit bébé unique, j'espère que mes quelques mots te parviendront et tu pourras les lire un jour quand tu comprendras la gravité des événements. Mon petit chéri, ton papa ne se sent pas de force pour t'écrire quelques mots. Or, crois-le, mon petit, que toutes nos pensées les plus tendres, nos vœux les plus ardents vont vers toi, mon bébé unique. Nous t'adorons, mon petit-fils. Tu es notre pensée unique, et nous sommes obligés de te quitter, de t'arracher de tes plus proches au moment où tu en as tellement besoin. Mon petit amour chéri, il ne faut pas nous en vouloir un jour si nous t'avons fait quelque tort. Tu es un homme, sois toujours fier et orgueilleux comme tu l'étais déjà étant tout petit. Sois sage et bon, gentil pour ta tante et oncle, et remercie-les en notre nom de tout ce qu'ils feront pour toi. Je t'embrasse de tout mon cœur meurtri. Ta maman. J'ai vécu dans l'espoir que mes parents allaient revenir. J'ai toujours pensé qu'ils avaient été déportés en Russie, je ne sais pas pourquoi, qu'ils étaient quelque part en URSS, et qu'un jour et l'autre, mes parents allaient revenir. C'est un espoir que j'ai eu toute ma vie. C'est quelque chose qui m'a fait avancer. Et tout ce que j'ai essayé de faire dans ma vie, de positif, de devenir meilleur, il me semblait que j'avais sur moi le regard de mes parents à qui je voulais toujours plaire. Et c'est quelque chose qui m'habite encore aujourd'hui.
יסקדל ויסקדל שמי רבו, לעולמו דיבו ונחירו סירים לכם לחוסי, לחיום ויום אחד, לחי ולכל ביס ישראל בעגולו ובזמן בקורף ואמרה אומן יש מרבו מבורך לעולם לעלמי ולמיו יסבורך וישתבח ויספואר ויסרומם ויסנסה ויסדר ויסלה יסלל שמי קדושו ברוכו לאלם כל ברוכוסו ושירוסו תשבחוסו ונחמוסו ותאמירון ועולמו ואמרה אומן יהיה שלומו רבו שמיים לחיים עולים ועל כל ישראל ואמרה אומן עשה שלום למורם ואף יעשה שלום עולים ועל כל ישראל ואמרה אומן